Bonjour à tous. J'aimerais commencer déjà par remercier vivement Sébastien de m'avoir invité à présenter mes travaux ici au Collège de France. Je vais vous parler donc de Coacerva, des gouttelettes dynamiques qu'on utilise pour assembler des cellules artificielles minimales. Et donc ces recherches, je les mène au Centre de recherche Paul Pascal, effectivement, à Bordeaux. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais revenir brièvement, puisque Sébastien l'a déjà évoqué, sur les motivations derrière ces travaux, en remarquant notamment que les cellules vivantes qui constituent l'unité du vivant sont des systèmes captivants capables de fonctions très avancées comme la conversion et le stockage d'énergie, la production de molécules complexes ou la capacité à se diviser comme on le voit effectivement ici. Alors bien sûr, essayer de reproduire ces fonctions dans des systèmes synthétiques ouvre la voie à des applications biotechnologiques intéressantes, mais il y a également d'autres enjeux. Par exemple, mieux comprendre comment fonctionnent certains processus biologiques en les reconstituant dans des systèmes biomimétiques modèles, ce qui fait écho à la citation dont Sébastien a également parlé de Richard Feynman, « Ce que je ne peux pas créer, je ne le comprends pas ». Et puis il y a peut-être un autre enjeu qui est plus fondamental, qui est de comprendre ce qu'est la matière vivante, ou plus précisément comment un ensemble de molécules, qu'elles soient d'origine biologique ou synthétique, est capable de s'auto-organiser pour former un système vivant. Et donc ça, de nombreux scientifiques se sont bien sûr intéressés à la question, notamment d'un point de vue théorique, pour poser les jalons d'une théorie physico-chimique du vivant, comme le physicien Erwin Schrödinger ou le biologiste théoricien Tibor Ganti. Donc on comprend bien que ces questions sont très vastes et fondamentalement interdisciplinaires, donc elles vont animer toute une communauté scientifique avec des approches différentes. Et étant moi-même physico-chimiste de formation, je vais m'appuyer sur deux piliers qui, à mon sens, sont fondamentaux pour décrire les systèmes vivants, qui sont donc d'une part la matière molle. Pierre-Gilles de Gennes écrivait dans son ouvrage de vulgarisation « Les objets fragiles » « Il n'y a pas de vie sans matière molle », ce par quoi il voulait dire que les systèmes vivants peuvent être décrits par les concepts de la matière molle. Ce sont des systèmes auto-assemblés complexes qui reposent sur des interactions faibles et donc sensibles à des perturbations de leur environnement. Et le deuxième point, c'est que les cellules vivantes sont des systèmes chimiques, mais ce sont des systèmes chimiques non conventionnels, puisqu'à la différence des réactions que l'on va faire au laboratoire, ils impliquent un réseau interconnecté de réactions, comme on peut le voir ici sur cette carte des voies métaboliques principales chez l'homme, et ils ont besoin d'un apport continu d'énergie pour fonctionner. On dit que ce sont des systèmes dissipatifs. Donc cette complexité, on va encore la réduire pour arriver vraiment au cœur de mes travaux, qui visent à construire des compartiments chimiques minimaux comme mimes de cellules. Alors le premier ingrédient dont on a besoin pour ça, ça va être précisément de créer des compartiments. Et Sébastien l'a déjà évoqué, on peut s'inspirer de la structure cellulaire, et notamment des membranes biologiques et des membranes de certains organites intracellulaires, pour construire tout un tas de vésicules à partir de lipides, de polymères ou d'autres objets. Mais depuis une quinzaine d'années, sont également décrits à l'intérieur des cellules vivantes d'autres organites qu'on appelle des organites sans membrane, qui sont en fait des gouttelettes denses en biopolymères, principalement des protéines intrinsèquement désordonnées, donc des protéines qui n'adoptent pas de configuration tridimensionnelle particulière, et des polynucléotides comme de l'ARN, et qui sont impliqués dans de nombreuses fonctions biologiques. Ici, je vous montre l'exemple des granules P en jaune qui sont capables de diffuser au sein du cytoplasme et qui sont impliqués dans la régulation de l'expression de certains gènes. Au laboratoire, on va construire ce type d'objet en utilisant le phénomène de séparation de phase liquide-liquide que je vais introduire juste après. Simplement, j'aimerais également mentionner le fait que dès les années 30, des hypothèses ont émergé qui suggèrent que ces gouttelettes, puisqu'elles sont capables de contrôler, d'accumuler certaines molécules réactives et donc de faciliter certaines réactions, auraient pu jouer un rôle pour l'émergence des premières cellules à l'origine du vivant. On parle dans ce cas-là de protocellules. Alors, comment on assemble ces gouttelettes au laboratoire? On va utiliser le phénomène donc, de séparation de phase liquide-liquide, plus particulièrement ici la coacervation complexe, qui consiste à utiliser deux solutions de polyélectrolytes de charge opposée, solubles dans l'eau. Lorsqu'on les mélange proche de la stoichiométrie de charge, sous certaines conditions, on va former une solution trouble. Cette solution, c'est en fait une suspension de micro-gouttelettes qu'on peut voir ici sous microscopie optique, qui fusionnent, donc c'est vraiment des gouttes liquides, qui sont composées d'un réseau enchevêtré de polyélectrolytes maintenus par des interactions multivalentes et faibles, et qui sont toujours largement hydratées. Et donc ces gouttes créent un environnement physico-chimique distinct de la phase aqueuse dans lequel ils sont dispersés, avec des viscosités plus élevées ou des constants diélectriques plus faibles.
Cette suspension de gouttes n'est pas stable et donc si l'on attend suffisamment longtemps, on va obtenir une séparation de phase macroscopique, une démixion, de la même façon que de l'eau et de l'huile lorsqu'on arrête d'agiter démixent, pour produire deux phases à l'équilibre thermodynamique. Alors ce phénomène de coacervation, il a été observé pour la première fois en 1911, donc c'est pas tout récent, et étudié ensuite de façon un peu plus systématique à partir des années 20, des années 30. Mais il réémerge à l'heure actuelle, notamment dans le contexte biologique, pour essayer de mimer certaines fonctions des organites intracellulaires sans membrane. Et l'intérêt de ces objets, c'est qu'ils vont pouvoir accumuler et donc de nombreuses molécules et biomolécules, donc les localiser et les concentrer, comme on le voit ici par microscopie confocale avec une protéine fluorescente, et donc possiblement jouer sur des réactions. Donc dans la suite de ma présentation, je vais m'intéresser à trois axes qu'on développe au laboratoire autour de ces objets. Le premier, c'est l'étude de transition de phase dynamique pour contrôler la formation et la dissolution de ces objets et donc contrôler la localisation de molécules. Le deuxième, c'est comment on peut utiliser ces objets pour contrôler des réactions. Et enfin, comment ils peuvent également servir de châssis pour construire des cellules artificielles plus complexes. Donc on va commencer par les transitions de phase dynamique. Pourquoi on s'y intéresse? Parce que précisément, les organites sans membrane que l'on observe dans les cellules, ce sont des objets dynamiques qui vont être capables de se former et de se dissoudre en fonction de stimuli de l'environnement. Ici, je vous présente l'exemple des granules de stress. Au départ, une protéine fluorescente est distribuée de façon homogène dans le cytoplasme de la cellule. Et sous un choc thermique, on a la formation de ces gouttelettes fluides qui fusionnent, dont le rôle est de protéger l'ARN contre la dégradation face à un choc thermique. Et donc on cherche à reproduire in vitro ce type de transition dynamique pour contrôler la localisation de biomolécules. Donc on sait que ces coacerva vont être souvent sensibles à des changements de pH ou de force ionique puisqu'ils reposent sur des interactions électrostatiques. Plus récemment, des études montrent qu'on peut utiliser des enzymes également pour contrôler leur formation et leur dissolution et donc essayer de se rapprocher au contrôle enzymatique que l'on peut retrouver parfois dans les cellules. Mais ces stimuli souvent présentent certaines limites, soit parce qu'ils sont difficilement réversibles, soit parce qu'ils ont une cinétique relativement lente. Et donc au laboratoire, on cherche à développer des outils pour contrôler cette séparation de phase avec la lumière, puisque la lumière permet un contrôle spatio-temporel fin du système. C'est aussi également une source non invasive et qui va être orthogonale aux réactions que l'on va vouloir faire. Et donc, il y a quelques années, on a développé ces coacerva. Ici, je vous montre ce qui se passe lorsqu'on les irradie sous lumière ultraviolette en temps réel. On voit qu'on arrive à les dissoudre. Une fois qu'ils sont dissous, on peut les irradier sous lumière visible, encore une fois ici en temps réel, et on voit que ces gouttes se reforment. Alors, comment ça fonctionne? En fait, ces coacerva sont assemblés à partir d'une petite molécule cationique. Ici, ce cœur, ces deux cycles aromatiques séparés par une liaison diazoïque, on appelle ça un azobenzène. Cette molécule, elle existe en deux conformations. Sous lumière visible, on a une conformation trans. Les deux cycles aromatiques sont dans le même plan, la molécule est plane et relativement hydrophobe. Sous lumière UV, on isomérise sous l'état 6. Les deux cycles aromatiques ne sont plus dans le même plan, on a une molécule coudée et elle devient donc plus hydrophile, elle acquiert un moment dipolaire. On va mélanger cette molécule cationique avec un polyanion. En l'occurrence, on a utilisé des molécules d'ADN double brin à un ratio stoichiométrique de charge. Et par interaction électrostatique entre l'ADN chargé négativement et cet azobenzène cationique, mais aussi grâce au fait que cette molécule plane est capable de faire du p-stacking, de s'empiler, ce qui confère une multivalence à la structure supramoléculaire, on arrive à former ces coacerva. La molécule 6, elle est coudée, donc elle a moins d'interactions d'empilement, et donc ça conduit à la dissolution des coacerva. Donc on voit qu'un changement à l'échelle moléculaire d'une molécule qui compose les coacerva conduit à des changements à l'échelle micrométrique, la formation et la dissolution de ces gouttes. Ce qui est intéressant avec la lumière, comme je le disais, c'est qu'on a maintenant un contrôle spatial sur le système. Ici, on peut décider d'irradier uniquement le centre de notre échantillon, et donc dissoudre uniquement ces gouttes, puis élargir la zone d'irradiation. Et comme ça, on peut donc contrôler effectivement où on va dissoudre nos gouttes. À partir de ce premier système, on a essayé de comprendre un peu mieux les mécanismes physiques sous-jacents à ces transitions de phase dynamique. La limitation, lorsqu'on travaille avec ces gouttes en suspension, c'est qu'elles sont relativement polydisperses, et donc c'est plus difficile de quantifier l'effet, par exemple, de l'intensité lumineuse sur les cinétiques de dissolution, puisqu'on a des gouttes de tailles différentes. Et c'est pourquoi on s'est tourné avec mes collègues Jean-Christophe Barré et Thomas Benetton au CRPP vers la microfluidique, dont Sébastien a également parlé, pour assembler des coacerva de taille monodisperse. Donc ici, c'est une puce microfluidique typique que l'on utilise qui contient 16 circuits microfluidiques. Un circuit est représenté ici. On a 3 entrées aqueuses et une entrée huile.
Si on regarde maintenant, si on zoome au niveau de l'intersection des entrées aqueuses, elles vont nous permettre de mélanger nos deux composants qui forment les coacervats, donc l'azobenzène et l'ADN. On va les séparer par un flux d'eau pour éviter la coacervation à l'interface avant leur encapsulation dans des gouttes d'eau dans l'huile. On collecte donc ces gouttes d'eau dans l'huile qui encapsulent les deux composants qui forment nos coacervats, ces gouttes étant stabilisées par un tensioactif dans une chambre d'observation. Et on va donc observer la formation de coacervats monodisperses, donc un seul coacervat par goutte d'eau dans l'huile. Et étant donné que l'émulsion microfluidique que l'on produit est monodisperse avec un rayon d'environ 30 micromètres, on va former des coacervats qui sont eux aussi monodisperses avec un rayon d'environ 6 micromètres. Et donc il devient possible maintenant d'étudier un peu plus finement la cinétique de dissolution et de reformation de ces objets. On peut irradier ces coacervats sous lumière UV et on va observer leur dissolution à la même vitesse. Et on va pouvoir le faire en faisant varier maintenant l'intensité lumineuse. On voit qu'à haute intensité, les coacervats se dissolvent plus rapidement qu'à basse intensité. Et pour extraire des données quantitatives, on peut, par analyse d'image, déterminer le rayon des coacervats au cours du temps à différentes intensités lumineuses, c'est ce que je représente ici. Et on va modéliser avec mon collègue Alexandre Baron au CRPP ces courbes avec deux régimes différents. Au temps court, l'isomérisation domine. La lumière isomérise les molécules trans en molécules cis. Une fois qu'on a isomérisé suffisamment de molécules trans, le système devient instable et la diffusion prend le pas. Et donc en utilisant ces deux phénomènes avec un temps critique particulier, l'isomérisation au temps court et la diffusion au temps long, on arrive à décrire nos courbes de dissolution. On va pouvoir faire la même chose sous lumière visible cette fois-ci. Une fois qu'on a dissous les gouttes, on va appliquer la lumière visible. On voit qu'on a la nucléation, donc la génération de petites gouttes qui, au cours du temps, vont coalescer pour donner un seul coacervat. Et de la même façon, on va pouvoir analyser les premiers instants de la formation de ces gouttes à différentes intensités lumineuses. On voit que les nucléi apparaissent plus rapidement à haute intensité par rapport aux basses intensités. On peut également faire des traitements d'image ici pour compter le nombre de nucléi qui apparaissent par unité de volume et par unité de temps, ce qu'on appelle le taux de nucléation. Ce taux de nucléation, on peut le tracer en fonction de la concentration d'azobenzène qu'on utilise à différentes intensités lumineuses, et les données expérimentales peuvent être parfaitement décrites par la théorie classique de nucléation, ce qui montre que le mécanisme mis en jeu ici est un mécanisme de nucléation-croissance. Donc si je résume sur cette partie, je vous ai montré qu'on pouvait formuler des coacervats photostimulables capables d'être dissous et formés en réponse à la lumière, et que la microfluidique apportait un outil puissant pour pouvoir caractériser les cinétiques de ces processus, notamment mettre en évidence le phénomène d'isomérisation et de diffusion sous lumière UV et de nucléation-croissance et coalescence sous lumière visible. Donc je vais passer à la deuxième partie qui concerne l'étude de réaction dans ces systèmes. Comme je vous le disais, ces coacervats sont capables d'accumuler de nombreuses molécules, et étant donné qu'ils génèrent un environnement local avec des propriétés physico-chimiques distinctes par rapport à l'eau environnante, ils vont pouvoir moduler la cinétique et la thermodynamique de réaction. La plupart des réactions qui ont été étudiées dans ces coacervats dans la littérature, ce sont des réactions biocatalytiques, notamment des réactions enzymatiques, tout simplement parce qu'on essaye de comprendre l'effet des organides sans membrane dans les cellules sur des réactions métaboliques. Plus récemment, on s'aperçoit que l'on peut également étudier des réactions plus simples, donc des réactions qui ne mettent pas en jeu des catalyseurs aussi complexes que des enzymes, et aller vers de la chimie de synthèse organique dans ces coacervats. Et en particulier, je vais vous présenter ici des exemples autour de la polymérisation d'oligonucléotides. Alors avant d'aborder cette réaction, je vais revenir sur les coacervats photostimulables dont je vous ai parlé. On a montré dans la première étude qu'on avait développée qu'on pouvait accumuler des brins d'ADN fluorescents ici dans ces gouttes et les diluer sous lumière UV simplement en dissolvant les coacervats. Et ce processus est parfaitement réversible. Et donc on voulait utiliser cette stratégie pour contrôler des réactions en concentrant et diluant avec la lumière des molécules réactives. Pour ça, avec mon collègue Tommaso Fraccia, qui était à l'Institut Pierre-Gilles de Gênes à Paris, maintenant à l'Université de Milan, on a décidé de créer des coacervats photostimulables, toujours en utilisant notre petite molécule d'azobenzène, mais cette fois-ci avec des petits brins d'ADN réactifs. Ces petits brins contiennent 12 paires de bases. Ils ont la capacité de s'empiler les uns sur les autres à haute concentration, mais qui plus est, ils ont également la capacité à polymériser chimiquement. Et donc on voulait démontrer que cette réaction était favorable en présence de coacervats et que sous lumière UV, étant donné qu'on dissout les coacervats, on dilue ces brins d'ADN réactifs et donc que la réaction était moins efficace.
La réaction en question que l'on regarde est la suivante. Donc, on a nos brins d'ADN qui sont fonctionnalisés par un phosphate et un hydroxyle à leurs extrémités. On peut utiliser une carbodimide comme activateur du phosphate pour générer un ester activé. Et cet ester activé va pouvoir réagir sur un hydroxyle pour créer une liaison native phosphodiester. La réaction est relativement longue puisque entre en compétition à la formation de cet ester la réaction d'hydrolyse. Donc la première étape, c'est de formuler ces coacervats réactifs avec ces brins d'ADN capables de polymériser. On a en effet montré qu'on pouvait construire ces coacervats. Ici, on les obtient avec une force ionique relativement élevée et on a quantifié les concentrations de nos brins d'ADN réactifs à l'intérieur et à l'extérieur. On voit qu'on a une accumulation d'un facteur environ 500. Ce qui est intéressant, c'est qu'à plus basse force ionique, lorsqu'on augmente les interactions électrostatiques entre les composants, on a observé de la biréfringence sous lumière polarisée, qui vient du fait que les oligonucléotides qui s'empilent les uns sur les autres vont venir ici s'aligner pour former une phase hexagonale et donner lieu à des coacervats cristal liquides. Une fois qu'on a ces coacervats, on va rajouter la carbodimide pour activer la réaction de polymérisation et on va la quantifier après 24 à 48 heures par électrophorèse sur gel de polyacrylamide. Cette technique va permettre de séparer les différents polymères que l'on a synthétisés en fonction de leur longueur. On va voir apparaître donc plusieurs bandes le long du gel. La première bande correspond à notre brique de base, notre oligonucléotide de 12 paires de bases. Les bandes suivantes correspondent à des polymères de plus en plus longs. On voit que dans les coacervats cristal liquide, cette polymérisation est très efficace. On atteint des degrés de polymérisation jusqu'à 12. Elle reste également efficace, même si moins efficace dans les coacervats isotropes, mais elle est toujours plus efficace que dans le surnageant. On peut venir quantifier ces gels en traçant le profil le long du gel de l'intensité de ces différentes bandes. C'est ce que l'on voit ici, chaque pic correspond à une bande. Et en traçant l'air cumulé sous la courbe, on peut la modéliser en utilisant la théorie de Fleury-Huggins de la polymérisation par étapes pour extraire un rendement de réaction. On voit qu'en effet, le rendement de réaction est plus élevé dans les coacervats cristal liquide par rapport aux coacervats isotropes, tout simplement parce que les oligonucléotides sont préorganisés et donc ils sont plus facilement polymérisables. Malgré tout, aussi dans les coacervats isotropes, la réaction reste plus efficace que dans le surnageant du fait de cette concentration locale plus élevée des ADN réactifs. Donc là, on a répondu à la première question qui était, en effet, on peut favoriser certaines réactions dans ces coacervats. Qu'en est-il du contrôle par la lumière? Peut-on en effet contrôler cette réaction de polymérisation en irradiant le système sous lumière UV? Donc on a reproduit les mêmes gels d'électrophorèse dans le noir et sous lumière UV, qu'on caractérise à nouveau par gel d'électrophorèse sur polyacrylamide. Et on voit qu'en effet, le rendement de réaction sous lumière UV, lorsque le système est complètement dilué, est beaucoup plus faible que lorsque les coacervats sont présents. On peut aller une étape plus loin en suivant le rendement de réaction en fonction du temps et en irradiant le système sous différentes conditions. Donc on peut garder le système dans le noir où les coacervats sont présents, et donc on voit que le rendement de réaction augmente de façon monotone jusqu'à atteindre environ 50% après 48 heures. On peut irradier le système de façon continue sous lumière UV et on voit que la réaction est beaucoup moins efficace puisque le système est dilué, on atteint environ 10%. Et on peut venir jouer maintenant avec des cycles d'activation-désactivation de la réaction, c'est-à-dire qu'on garde d'abord le système sous forme de gouttes, donc la réaction de polymérisation a lieu. On dissout les gouttes ensuite, donc on dilue les brins d'ADN réactifs, la réaction s'arrête, on reforme les gouttes, la réaction repart, etc., etc. Donc on peut contrôler en effet avec la lumière une désactivation, une activation de cette réaction. Donc si je résume sur cette deuxième partie, je vous ai montré qu'en utilisant des petits azobenzènes cationiques et des brins d'ADN réactifs, on pouvait former différentes structures de coacervats, que ces coacervats favorisaient la réaction de polymérisation d'oligonucléotides, d'autant plus qu'ils sont préorganisés, et qu'avec la lumière, on peut jouer sur l'activation et la désactivation de cette réaction en diluant ces brins d'ADN réactifs. Dans les quelques dernières minutes, j'aimerais donc aborder brièvement un dernier axe qu'on explore, qui est d'essayer d'utiliser ces gouttes maintenant comme châssis pour construire des cellules artificielles un peu plus complexes. Dans un des premiers projets qu'on développe avec mes collègues Laurence Navaille et Frédéric Nallet au CRPP et Jean-Paul Douliez à l'INRAE, on va essayer d'assembler une membrane à l'interface de ces gouttes, précisément pour toutes les propriétés que Sébastien a mentionnées, notamment contrôler les échanges entre l'intérieur et l'extérieur, mais aussi empêcher la fusion de ces gouttes et leur coalescence et leur démiction macroscopique.
Donc, petit aparté, dans ce projet en particulier, on travaille avec un autre type de séparation de phase liquide-liquide qu'on dit cette fois-ci ségrégative. Elle implique deux polymères neutres, le polyéthylène-glycol et le dextran, qui sont incompatibles, qui vont donc former deux phases aqueuses, l'une riche en dextran, ce sont les gouttes, et l'autre riche en PEG, c'est la phase continue. Mais macroscopiquement, on va voir la même chose que dans le cas des Coacerva, c'est-à-dire une suspension de gouttes qui démixe après 24 heures en deux phases macroscopiques. Alors c'est assez difficile de stabiliser, d'essayer d'absorber des molécules à ces interfaces, car elles sont assez diffuses, de l'ordre de quelques dizaines de nanomètres à quelques centaines de nanomètres, et les tensions interfaciales mises en jeu sont ultra faibles, de l'ordre de quelques dizaines de micronewtons par mètre. Malgré tout, on a montré qu'en utilisant des petites molécules amphiphiles, ici des acides gras et du décanol, donc de l'huile de sodium et du décanol, qui sont capables de s'auto-assembler à des échelles supramoléculaires, on peut former une membrane autour de ces gouttes, que l'on marque ici par un fluorophore hydrophobe, le rouge de Nil. Et cette membrane, on peut la caractériser par microscopie électronique après cryofracture. On voit qu'elle est constituée de l'empilement de couches périodiques d'environ 80 nanomètres d'épaisseur. En fait, ces couches viennent du fait que ces lipides sont capables de former une phase lamellaire. Une phase lamellaire, c'est un empilement périodique de bicouches séparées par une couche de solvant. Ce qui est intéressant, c'est qu'après 24 heures, maintenant, la solution ne démixe plus, tout simplement parce que les gouttes sont stabilisées par cette membrane, donc elles ne fusionnent plus. Donc jusqu'à présent, je vous ai finalement montré des systèmes assez simples qu'on peut faire avec les Coacerva. On va pouvoir contrôler une réaction, on va pouvoir assembler une membrane à l'interface. On est loin de la complexité structurale et fonctionnelle d'une cellule qui impliquait tout un réseau interconnecté de réactions, bien sûr. Donc pour essayer d'introduire de la complexité dans ce système, une stratégie qu'on peut avoir, c'est de partir précisément d'un système vivant et d'essayer de récupérer l'ensemble des briques dont il est composé. Donc on pourrait se dire, on part d'une bactérie qui est finalement un compartiment, un des plus simples qu'on peut avoir, on le lise pour récupérer l'ensemble de ses constituants, et ça on sait faire, on sait récupérer l'ensemble des composants d'une bactérie, donc les protéines, qu'elles soient membranaires ou solubles, l'ADN, les lipides, etc. On les remet dans un tube, on secoue, et hop, on va refaire une bactérie. Ça ne marche pas. Donc on peut bien sûr récupérer une partie de ces molécules pour relancer une certaine machinerie, par exemple la production de protéines. Par contre, ces molécules ne vont pas spontanément se auto-organiser sous forme d'un compartiment. Et donc là, les Coacerva vont pouvoir venir nous aider, notamment pour servir de châssis pour la construction de ces cellules artificielles un peu plus évoluées, hybrides entre le vivant et le synthétique. Et donc dans un dernier projet que j'aimerais vous montrer, qu'on a développé en collaboration avec le professeur Steve Mann à l'université de Bristol, où j'avais fait mon postdoc, on est parti de gouttes de Coacerva ici entre un polycation, le PDDA et l'ATP. Ici, c'est une goutte vue en coupe par microscopie confocale, ici en 3D, qu'on a mélangé avec deux souches bactériennes différentes, Escherichia coli en vert et Pseudomonas aeruginosa en rouge. Escherichia coli se retrouve confinée à l'intérieur des gouttes et l'autre souche bactérienne, Pseudomonas, vient s'absorber à l'interface des gouttes. Donc maintenant, on a un compartiment qui sert finalement de châssis à l'organisation de ces bactéries. Donc on peut appliquer la stratégie que j'évoquais précédemment. On va faire une lyse biochimique de ces bactéries qui vont libérer leur contenu bactérien dans les Coacerva. Ces Coacerva vont jouer le rôle finalement d'éponge en localisant, en gardant l'ensemble du contenu bactérien en leur sein. Et on voit qu'à l'interface, on va former des fragments membranaires venant de Pseudomonas, qu'on peut voir ici par microscopie électronique à balayage. Donc au départ, on a bien des bactéries individuelles, et après lyse, on a des fragments membranaires. Et on s'aperçoit par protéomique qu'on peut garder 85% des protéines de ces bactéries qui sont retenues dans les Coacerva, puisqu'ils jouent ce rôle d'éponge. De nombreuses enzymes restent fonctionnelles. On peut relancer par exemple de la glycolyse ou la synthèse de protéines à partir d'un plasmide qu'on y introduit. On peut également condenser l'ADN bactérien en une sorte de noyau. Par contre, ce système atteint certaines limites, puisque au bout de quelques minutes, ces réactions enzymatiques s'arrêtent, puisqu'on n'a plus suffisamment d'énergie dans le système. Donc pour essayer de pallier cette limitation, on a décidé d'incorporer à ces constructions des bactéries vivantes, donc d'adopter une stratégie hybride entre le synthétique et le vivant. Avant de sceller complètement la membrane, on inclut des bactéries vivantes que l'on garde vivantes, et lorsqu'on va les nourrir avec du glucose, elles vont produire de l'ATP, qui est la source d'énergie du système, et donc elles vont jouer le rôle finalement de mime de mitochondrie. Et lorsqu'on fait ça, grâce à cette activité métabolique prolongée de ces bactéries, on s'aperçoit qu'au bout de quelques jours, les Coacerva qui étaient normalement sphériques adoptent une morphologie un peu particulière qui ressemble à une structure eucaryote. On peut synthétiser notamment
un cytosquelette d'actine, on voit aussi la présence de vacuoles. Bien entendu, cette structure n'a rien à voir avec l'organisation structurale ou fonctionnelle d'une cellule eucaryote, c'est simplement visuellement et morphologiquement qu'on adopte une forme non sphérique, mais ça montre que finalement adopter une stratégie intermédiaire hybride entre le synthétique et le vivant peut permettre également de construire des cellules artificielles hybrides et un peu plus complexes. Donc sur ce, je vais m'arrêter là, je vais juste donner quelques messages importants. Donc on a vu que la compartimentation était importante pour construire des cellules artificielles, que les Coacerva offraient des modèles de compartiment intéressants, notamment sans membrane et denses en macromolécules, qui permettaient de contrôler certaines réactions, que l'on peut rendre dynamiques et donc apporter un contrôle temporel à ces réactions, et que l'on peut également fonctionnaliser avec une membrane pour avoir un contrôle spatial sur les échanges de matière avec l'environnement. Et donc, en fonction des différents contextes, on va pouvoir les utiliser soit pour comprendre mieux comment fonctionnent les organites sans membrane, soit pour construire des protocellules, c'est-à-dire des cellules simplifiées qui auraient pu jouer un rôle aux origines du vivant, ou pour construire des cellules artificielles plus complexes. J'aimerais finir donc par remercier l'ensemble des personnes avec qui je travaille, notamment donc les doctorants et les post-doctorants de mon équipe passés et présents, les membres de l'équipe Bio 2.0 à laquelle j'appartiens au CRPP, les autres collègues au CRPP, l'ensemble de mes collaborateurs et puis les organismes financeurs. Et vous pour votre attention. Merci, merci Sébastien, merci pour l'invitation et merci également à Nicolas pour son introduction qui a bien balisé le terrain pour moi. Donc effectivement, dans notre laboratoire, on fait des émulsions de mimétique, cette fois pour s'intéresser à la mécanique des tissus. C'est bon ? Ah oui, c'est mieux. Donc, dans notre laboratoire, on s'intéresse cette fois-ci aux propriétés mécaniques des tissus. Donc, on va partir à une autre échelle. Donc, comment les cellules, cette fois-ci, interagissent entre elles. Donc, pour ça, je vais commencer par vous faire un bref rappel sur ce qu'est un tissu biologique. Moi, je m'intéresse à un type de tissu un peu particulier qui vont plutôt mimer les tissus embryonnaires et donc qui vont être faits de cellules. Donc là, ce qu'on voit en jaune, c'est des cellules individuelles qui collent entre elles par le biais de protéines qu'on appelle les cadérines. Donc ces protéines, elles se situent à la surface des cellules et elles collent à elles-mêmes. C'est une interaction homophile. Et ces protéines vont également traverser la bicouche lipidique, donc la membrane des cellules, pour venir interagir à l'intérieur des cellules avec ce qu'on appelle le cytosquelette, et donc ainsi réguler les propriétés mécaniques des cellules individuelles. Donc il y a vraiment une boucle de rétroaction forte dans ces systèmes entre la façon dont les cellules collent entre elles et les régulations de leurs propriétés mécaniques individuelles. Donc c'est un système très complexe, mais ce que je voudrais vous montrer, c'est que dans certains contextes, on peut les étudier comme des systèmes, des dispersions passives, et on peut étudier les propriétés mécaniques de ces systèmes-là, donc considérer les gouttes comme des entités passives qui collent entre elles, donc notamment durant les processus de morphogénèse. Donc la morphogénèse, c'est le processus par lequel on passe d'une boule de cellules homogènes à un embryon qui a une forme et une fonction. Donc pour ça, on va venir déformer progressivement cette boule homogène de cellules, qui était également montrée dans le premier slide d'introduction de Nicolas. Et donc on va faire un peu un origami avec une boule de cellules. Donc, est-ce que ce film va marcher ? Donc là, par exemple, vous voyez qu'on avait au départ un agrégat de cellules. Il y a eu une première invagination qui définit un intérieur et un extérieur. Et après, ça s'est suivi par une élongation le long d'un axe pour, par exemple, définir un avant et un arrière sur un organisme. Et pendant certains de ces processus, en fait, c'est des forces qui vont être extrinsèques au tissu, qui vont venir s'appliquer sur le tissu. Donc, comprendre les propriétés mécaniques du tissu biologique, ça va, dans ce contexte-là, être important pour comprendre comment ce processus de morphogénèse peut bien se faire sous l'action de forces extérieures. On a aussi d'autres processus pour lesquels l'adhésion entre les cellules est très importante et ça mène à des ségrégations dans les tissus. Donc, par exemple, ce que vous voyez ici, c'est un agrégat cellulaire, donc ce n'est pas un système vivant. On a pris des cellules, on les a reconstituées in vitro, elles ont fait une boule de cellules. Donc chaque point que vous voyez, c'est une cellule là-dedans. Et en particulier, on a des cellules vertes qui collent entre elles plus fort que les cellules rouges au départ.
Et on se rend compte qu'au bout d'un certain temps, ça mène à une séparation de phase entre ces deux populations de cellules. Et qu'est-ce qui se passe? Les cellules qui collent le plus entre elles vont se retrouver au cœur et elles vont être entourées d'une couche de ces cellules rouges qui collent aussi entre elles, mais un peu moins. Et donc, en voyant ça, il y a des scientifiques qui ont fait des analogies, donc c'est Fauti et Steinberg, les pères de cette analogie, qui ont fait une analogie avec les liquides pour les tissus. Et par cette analogie, on peut définir une sorte de tension de surface au tissu biologique. Plus les cellules vont être adhésives, plus cette tension de surface va être importante et va pouvoir mener à des auto-organisations dans les tissus qui peuvent aussi avoir lieu pendant la morphogénèse. Donc là, j'espère que je vous ai un petit peu convaincu que dans certains cas, dans certains contextes, on peut décrire les tissus avec des outils de physique, et en particulier des concepts issus de la matière molle, dont on va parler un peu plus par la suite. Et donc l'idée, c'est de réduire la complexité du vivant pour étudier ces processus dans un contexte physique. Quand je dis réduire la complexité du vivant, c'est en particulier réduire tout ce qui se passe à l'intérieur de la cellule, enlever toute la complexité de la signalisation. Et pour ça, l'idée, c'est de remplacer donc les cellules par des gouttes et d'utiliser ces fameuses émulsions biomimétiques. Donc, dans ce contexte, chaque cellule est représentée par une goutte d'huile. Donc, on a des gouttes d'huile dans l'eau. Ces gouttes d'huile sont stabilisées par une monocouche de phospholipides. Cette fois, on a une interface eau-huile, donc c'est bien une monocouche de phospholipides. Et ce qui est intéressant avec ces phospholipides, c'est qu'on peut venir greffer à peu près n'importe quel ligand à la surface de la tête hydrophile, donc qui se trouve dans l'eau, de ces phospholipides. Et notamment, on peut venir coller, greffer des protéines adhésives. Donc là, vous avez un exemple qui est très classique en biophysique, sur lequel on a des lipides qui portent une fonction biotine, sur laquelle va venir se greffer de façon très forte une protéine qu'on appelle la streptavidine. Cette streptavidine portant plusieurs sites de liaison pour la biotine, on peut avoir au contact goutte-goutte un sandwich biotine-streptavidine-biotine qui ici est la base de notre adhésion reconstituée dans notre système artificiel. Ce que vous voyez ici, donc ça c'est une image confocale, on a pris une tranche dans un empilement de ces gouttes. On a utilisé des streptavidines fluorescentes et on peut bien voir qu'on a la présence de ces protéines fluorescentes au contact goutte-goutte. Ce qui est intéressant aussi avec la présence d'une surface fluide, c'est que certes au contact on a la formation de ces sandwichs, mais on peut aussi avoir le recrutement d'autres ligands par le reste de la surface de la goutte, puisque ici l'interface est fluide. Donc les ligands vont pouvoir venir diffuser le long de la surface et ça va venir enrichir les zones de contact entre les gouttes. Donc on va faire des patchs d'adhésion qui, comme vous le voyez, sont très fluorescents, très riches en molécules adhésives. Un autre point intéressant pour nous, c'est qu'on peut rendre ces systèmes transparents en égalisant les indices de la phase huile et de la phase eau. Ça veut dire qu'on va faire en quelque sorte des mayonnaises transparentes. Et ça nous permet de faire de la microscopie tridimensionnelle de façon directe, puisqu'on peut faire de la microscopie confocale et reconstruire la structure 3D de nos empilements. Et là, c'est ce que vous voyez, par exemple. On a une boîte de plusieurs centaines de gouttes qui est imagée en microscopie confocale, ce qui n'est pas possible avec une mayonnaise qui est opaque. Et enfin, on peut vraiment contrôler, on peut changer d'huile, on peut contrôler la taille de ces gouttes. On a vraiment une boîte à outils très vaste. Donc, je vous ai parlé d'un système d'adhésion qui est un peu l'outil, la colle préférée du biophysicien, c'est la biotine streptavidine, parce que c'est une interaction très forte, c'est 30 fois plus fort énergétiquement que l'énergie d'agitation thermique. Donc, quand ça colle, ça reste vraiment collé très fortement. Et donc, c'est le premier système qu'on avait utilisé, et grâce à ce système très simple, entre gros guillemets, le très simple, on a permis de caractériser les propriétés mécaniques de ces systèmes biomimétiques et on a montré que ça ressemblait effectivement aux propriétés mécaniques des tissus. Donc ça a un peu validé cette approche réductionniste pour utiliser ces systèmes pour mimer les tissus. Mais ensuite, on peut utiliser beaucoup d'autres ligands à la surface de ces gouttes. Le plus simple, conceptuellement, pas forcément le plus simple à mettre en œuvre, c'est d'aller prendre carrément la protéine de l'adhésion cellulaire.
Donc, je vous avais parlé de la cadérine, qui est une protéine transmembranaire, une partie externe à la cellule sur la surface des cellules, une partie interne. Nous, on n'a pas de partie interne, c'était le but du jeu, de réduire le problème. Donc, on va tout simplement garder juste les parties extracellulaires de cette protéine et venir les greffer à la surface des gouttes. Et c'est effectivement ce qu'on a fait, parce que là encore, on a une source de phospholipides tellement grande qu'on peut venir greffer un peu n'importe quoi sur ces surfaces. Donc, par exemple, là, les domaines extracellulaires de la cadérine portent ce qu'on appelle un tag polyhistidine, qui, lui, peut venir se coller à une fonction NTA-nickel à la surface des têtes hydrophiles de nos phospholipides. Pour nous, cette étude a été intéressante parce qu'elle a permis de montrer les propriétés d'adhésion de ces cadérines en dehors de toute régulation par la cellule, puisque, par exemple, ces protéines peuvent avoir un clustering, un recrutement latéral, des interactions latérales très fortes qui vont aider en retour les cellules à coller entre elles. Et ça, en général, on attribue un grand rôle au cytosquelette d'actine, à la dynamique cellulaire pour ces interactions latérales. En étant dans un système complètement reconstitué, on peut montrer qu'en fait, non, on peut avoir des interactions latérales très fortes, même en l'absence de régulation par le cytosquelette. De la même manière, on a montré qu'il y avait une sorte de mécanosensibilité de la protéine sans avoir recours à la complexité intracellulaire. C'est-à-dire que ces protéines peuvent sentir les tensions qui sont appliquées sur les jonctions cellulaires. Et le dernier type de ligand dont je veux vous parler, qui est un peu notre préféré, c'est l'ADN. Donc là, j'utilise de l'ADN comme Nicolas, mais de façon complètement détournée. Donc vous connaissez sûrement la double hélice d'ADN, qui est faite de 2 brins simples d'ADN qui portent des séquences complémentaires. Donc ces 2 brins simples peuvent s'hybrider pour faire une double hélice seulement si la séquence est complémentaire. Donc ça veut dire que cette formation-là, cette réaction-là est extrêmement spécifique. De plus, on peut dénaturer cette hélice en chauffant le système, et la température à laquelle on doit chauffer va dépendre de la taille de la double hélice, donc de la taille du brin simple. Donc en d'autres termes, ça veut dire qu'on peut moduler l'énergie d'adhésion de ces 2 simples brins en modulant leur taille tout simplement. Et enfin, c'est peut-être un détail, mais pas vraiment pour nous, c'est disponible commercialement. Ça veut dire que pour le physicien, on a vraiment besoin de plus grand-chose maintenant pour avoir accès à ces technologies. Il faut simplement faire le design de nos séquences en fonction de ce qu'on veut faire avec. Et donc là encore, ce qu'on fait tout simplement, c'est de venir greffer ces brins à la surface de nos gouttes d'émulsion. Donc là encore, on va utiliser un greffage biotine-streptavidine. Donc on a nos lipides biotinylés qui stabilisent la surface. On vient coller des streptavidines fluorescentes à la surface de nos gouttes. Donc on peut faire 2 populations de gouttes qui ont des couleurs de fluorescence différentes. Et sur chacune des populations, on va venir greffer un brin simple d'ADN. Et si on a bien choisi nos brins, ça veut dire qu'on peut avoir un contact des brins complémentaires. Et donc au contact goutte-goutte, on va avoir la formation de la double hélice d'ADN. Et c'est ça la base de l'adhésion dans ce système-là. Et donc, ce que je vous montre ici, c'est la réalisation d'un tel système par imagerie confocale. Donc là, on a fait une reconstitution 3D, c'est pour ça qu'on voit bien les gouttes. Et on voit bien qu'on a une interaction spécifique seulement au contact entre des gouttes de couleurs complémentaires. Donc, seules les gouttes vertes interagissent avec les gouttes rouges pour former un patch d'adhésion ici en orange. Et au contact vert-vert, il ne se passe rien puisque c'est le même brin, donc il n'y a pas de complémentarité. On peut jouer avec ce système puisque maintenant on a accès à plein de différentes technologies ADN. Donc on peut mettre des origamis ADN en surface, avoir des réactions conditionnelles. Et ça a ouvert un champ des possibles dans le domaine de l'auto-assemblage dont je ne vais pas particulièrement parler aujourd'hui. On peut également contrôler la concentration de liens en surface de ces gouttes pour faire en sorte qu'il y ait un nombre limité de patchs adhésifs qui soient possibles avec leurs voisins. Donc c'est comme si on limitait, entre guillemets, la valence des gouttes dans le système. Donc par exemple, là, on dit, OK, on en met juste assez pour qu'on puisse faire 2 patchs d'adhésion avec les voisins. Ça veut dire qu'on va contraindre le système à former des chaînes de gouttes. Et là, vous les voyez à peine, puisque justement, tous les
tous les brins d'ADN sont engagés dans les liens qu'on voit ici en orange. Et ça peut servir en retour à étudier le repliement de ces chaînes si on met des interactions secondaires le long des chaînes. Donc on peut apprendre, dans ce cas-là, grâce à un système reconstitué, étudier les mécanismes de repliement par analogie avec le repliement des protéines, par exemple. Donc maintenant, je vais sortir de la boîte à outils que je vous ai décrite et vous montrer quelques réalisations qu'on a faites avec ces systèmes au laboratoire. Donc, nous, on utilise des gouttes très grosses, donc qui ne sont pas soumises à l'agitation thermique. Et on regarde comment elles peuvent s'empiler et la topologie de ces empilements et la déformation des gouttes dans ces empilements. Donc, quand on a un système biotine-streptavidine, toutes les gouttes sont autorisées à coller entre elles, puisqu'on peut former ce fameux sandwich biotine-streptavidine-biotine à la surface de chaque goutte. En revanche, quand on a des liens ADN, complémentaire, ce n'est plus vrai, puisqu'il faut avoir un contact complémentaire pour pouvoir former un lien adhésif entre les gouttes. C'est-à-dire que, par exemple, cette goutte-là peut interagir avec les 4 voisins rouges, mais le voisin bleu est neutre du point de vue de l'adhésion. Donc on s'est posé la question de savoir comment on pouvait utiliser justement cette hétérogénéité de l'adhésion dans les contacts entre gouttes pour apprendre quelque chose sur les tissus biologiques. Et donc pour ça, on a introduit une caractérisation de cette adhésion dans nos systèmes biomimétiques. Alors en anglais, on l'a appelé adhesiveness et en français, je n'ai pas le terme équivalent, donc on va l'appeler comme ça. Ça compte combien des contacts sont adhésifs autour d'une goutte donnée. Donc par exemple, pour cette goutte bleue, j'ai 5 gouttes au contact en tout. Par contre, seulement 4 sont adhésifs. Donc son score d'adhesiveness, c'est 4 sur 5. Et si maintenant je varie la proportion de gouttes bleues et rouges, je peux varier en fait cette adhésion dans mon émulsion. Parce que si j'ai de moins en moins de gouttes bleues dans le système par rapport aux gouttes rouges, je vais de moins en moins pouvoir coller à mes voisins en moyenne dans un tissu biomimétique. Et ça, c'est important, puisque quand 2 gouttes collent entre elles par des interactions spécifiques comme ça, on a un gain en énergie d'adhésion. Quand ça adhère, comme ça, on gagne de l'énergie d'adhésion. Ça veut dire qu'en retour, on peut déformer la surface. Et c'est comme ça que ça se passe aussi dans les tissus. Donc vous voyez, je représente toujours le lien goutte-goutte par une zone aplatie. Et la taille de cette zone va dépendre de l'énergie d'adhésion que j'ai dans mon système. Ça veut dire que dans mes tissus biomimétiques, je vais avoir peut-être plus ou moins de déformation en fonction du nombre de contacts adhésifs que j'ai autour d'une goutte. Et donc c'est effectivement une façon d'augmenter la déformation des gouttes. Pour mesurer la déformation des gouttes dans nos systèmes, on compare le périmètre d'une goutte à son aire. Il n'y a que pour un disque parfait que cette comparaison va donner une aspéricité, c'est mon terme A, qui vaut 1. Dès que je commence à m'éloigner du disque parfait, cette valeur-là, le périmètre au carré sur 4 pi fois l'air, va devenir supérieur à 1. Donc c'est une façon de mesurer à quel point je me déforme dans mon système. Une autre façon de déformer les gouttes, en dehors de l'adhésion, c'est de simplement comprimer le système. Si je pousse sur mes gouttes par l'extérieur, je vais pouvoir les déformer. Et on s'est rendu compte que dans un tel système, il y avait un paramètre très très important qui parlait de la structure des adhésions dans notre émulsion. Donc là, si maintenant j'essaye de voir à quel point les contacts adhésifs sont reliés entre eux, je vais m'amuser à tracer un segment centre à centre des gouttes sur tous les contacts adhésifs. C'est ce qu'on peut voir ici. Donc là, les segments jaunes relient 2 gouttes uniquement si le contact est adhésif. Et on va chercher à caractériser ça par une mesure de la percolation. Donc la percolation, je dis qu'elle se fait quand je peux tracer un chemin continu de ces contacts adhésifs à travers toutes les dimensions de l'image. En mesurant la probabilité de percoler en fonction de cette fameuse adhesiveness, donc du taux d'adhésion dans mes images, on a vu qu'il y avait une transition de percolation, c'est-à-dire qu'au-delà d'environ 40% d'adhésion entre les gouttes en moyenne, on a ce chemin qui va venir se dessiner naturellement dans toutes nos images. Et en fait, c'est ça qui va venir contrôler la topologie et la déformation des gouttes dans notre système. Donc quand on est en dessous du seuil de percolation, ce qu'on a pu montrer, c'était que
la déformation des gouttes dépendait de leur voisinage. C'est-à-dire que si elles ont un voisinage très adhésif, en rouge ici, elles vont être très déformées. Si maintenant, pour une densité de gouttes donnée, je baisse l'adhésion au voisinage, je vais baisser la déformation. Donc je me déplace comme ça dans mon arc-en-ciel. Donc là, c'est assez logique, c'est ce qu'on a un peu évoqué avant. Par contre, si je me place au-delà de ce seuil de percolation, tout le monde se comporte de la même manière, c'est-à-dire que les gouttes, indépendamment de leur voisinage, sont toutes déformées de la même manière. Donc même si je suis cette goutte bleue ici, entourée de gouttes bleues non adhésives, je vais être déformée comme si tous mes contacts autour de moi étaient adhésifs. Et ça, dans le contexte de la percolation, on peut le comprendre également, puisque, ok, les voisins ne sont pas adhésifs, mais si on s'éloigne d'une goutte, là, on se rend compte qu'on peut tracer un chemin de contact adhésif un petit peu plus loin du voisinage immédiat de cette goutte centrale. Et ce chemin de contact adhésif va permettre d'avoir une sorte de compaction passive de la goutte centrale. Et là, il y a une connexion, donc ça c'était un peu le résultat dans un système biomimétique, mais cette transition de percolation, elle a également été vue dans les tissus en développement. Notamment dans les premiers moments de la morphogénèse, il a été montré que la transition de percolation était liée à des transitions de viscosité qui permettaient de mettre en route certains processus morphogénétiques. Donc dans notre système, en fait, on peut avoir accès à tous les paramètres physiques et tous les moduler pour aller voir exactement comment se fait cette transition de viscosité. Dans les quelques minutes qui me restent, je vais vous montrer un autre type d'approche, parce que là, c'était quelque chose qui était plus sur la structure d'un tissu de façon passive, comment un tissu s'arrange, comment les gouttes sont déformées spontanément dans une assemblée de cellules ou de gouttes biomimétiques. Mais pendant les processus de morphogénèse, justement, là, on va venir tirer sur les tissus. Et donc, quand on tire sur les tissus, on va s'intéresser à la réponse élastoplastique de ces tissus sous une contrainte appliquée. Je vais un peu expliciter ce que ça veut dire. Donc l'idée, c'est de transposer la question de la morphogénèse, qui est une question de biologie, dans un cadre de matière molle avec nos systèmes biomimétiques. Et donc pour ça, on va venir perturber mécaniquement notre système d'émulsion biomimétique et on va le faire dans des canaux microfluidiques. Donc vous en avez entendu parler. Ici, nos canaux microfluidiques, ils font à peu près la hauteur des gouttes, enfin, leur hauteur c'est le diamètre des gouttes, ça veut dire qu'on contraint notre système à une monocouche de gouttes, donc il n'y a qu'une couche de gouttes. Et ce qui est important ici, c'est qu'on va imposer une forme d'entonnoir, un endroit, une sorte de constriction, et ça va imposer une contrainte à notre émulsion, puisque pour passer dans cet entonnoir, forcément, soit les gouttes vont devoir toutes se déformer en gardant leur voisinage, c'est ce qu'on voit ici, c'est une réponse élastique réversible. Je peux faire le chemin inverse si j'arrête de déformer les gouttes. Ou alors changer de voisine pour venir allonger également, déformer l'émulsion dans le même sens, mais là, pour le coup, c'est un réarrangement plastique irréversible. Et tout le jeu, pour nous, va être de distinguer ces deux phénomènes en fonction de ce qu'on va introduire dans l'émulsion. Donc on a fait ça, là vous voyez un film d'une expérience typique. Là on a des liens biotine-streptavidine très forts, donc les streptavidines encore une fois sont fluo, c'est ce qu'on voit en orange entre les gouttes. Et on mesure la déformation élastique par cette même aspéricité que je vous ai introduite avant, les réarrangements plastiques, et on peut aussi mesurer le taux d'adhésion entre les gouttes. Donc on a d'abord regardé les réarrangements. Donc ce que vous voyez ici, c'est un réarrangement. Ces deux gouttes-là sont initialement voisines. Elles vont être séparées et permettre à deux gouttes de devenir voisines. Ça, c'est un réarrangement de type T1. Ce qu'on a pu voir, c'est que ces réarrangements étaient ralentis en présence d'adhésion. C'est assez logique, puisque là, on voit qu'en fait, on tire sur ce contact. Et si ce contact est adhésif, il y a de la colle, quoi, on va pouvoir tirer pendant plus longtemps avant qu'il se défasse. Donc c'est ce que vous voyez ici, on a un ralentissement de ce processus de transition en présence d'adhésion. Et comme on tire plus longtemps, on déforme plus les gouttes qui sont impliquées dans ces réarrangements, mais dans ces systèmes biomimétiques, toutes les gouttes sont connectées entre elles. Donc si je tire sur l'une, je vais tirer sur les voisines derrière.
Et donc, ce qu'on a pu mettre en évidence, donc on a mesuré la déformation des gouttes en ajustant des ellipses autour de chaque goutte par analyse d'image dans notre système. On a mesuré non seulement l'excentricité, donc la déformation de ces ellipses, à quel point elles étaient allongées, mais aussi leur orientation en fonction du flux imposé. Et on a pu montrer qu'en présence d'adhésion, ces ellipses étaient beaucoup plus allongées, donc l'excentricité est beaucoup plus forte, et elles sont beaucoup plus alignées dans le sens d'un flux imposé. Là encore, c'est quelque chose qui est important pour les tissus, puisque ça veut dire que si pendant un événement biologique, je tire sur un tissu dans lequel les cellules collent entre elles, eh bien, je pourrais avoir une polarisation, en quelque sorte, de ces cellules dans le tissu de façon complètement passive, uniquement due à l'adhésion. Et avec un tel système, on peut quantifier en fait, ce degré de prépolarisation juste en fonction de l'adhésion. Et maintenant, je vais juste vous présenter le système parce que j'ai plus que 2 minutes, donc je ne vais pas avoir le temps. Mais on peut aussi jouer maintenant avec la hiérarchie des adhésions dans ces systèmes-là. Donc, par exemple, si on retourne à notre ami l'ADN, on peut hiérarchiser les interactions. Donc, par exemple, ici, on utilise des ADN qu'on appelle palindromes. Ça veut dire que cette fois-ci, ce sont des séquences miroirs qui collent à elles-mêmes. Donc là, j'ai toujours ma double hélice qui se forme au contact goutte-goutte. C'est juste que les gouttes vertes collent entre elles et les gouttes rouges collent entre elles. Et pour les gouttes rouges, j'ai choisi une longueur de séquence plus longue que pour les gouttes vertes. Donc l'énergie d'adhésion entre les gouttes rouges est plus grande que pour les gouttes vertes dans ce cas-là. Et donc en modulant la taille de ces différents liens ADN et en mélangeant ces émulsions, je peux faire un petit peu ce que je vous ai montré au premier slide, c'est-à-dire avoir des populations hétérogènes du point de vue de leur adhésion et voir comment ça modifie les propriétés mécaniques des tissus. Et je vous montre juste le film, je ne résiste pas parce que si vous connaissez les tissus biologiques, ça ressemble vraiment quand même à ça. Donc là, on pousse notre tissu, cette fois-ci pas dans des constrictions simples, mais dans des sortes de vagues qui permettent d'appliquer un cisaillement cyclique à notre émulsion et de mesurer plusieurs fois d'affilée les propriétés élastoplastiques de ces émulsions dans nos canaux microfluidiques. Et je vais vous donner tout de suite la réponse, mais ce qu'on a pu montrer, et vous allez me croire, c'est que quand on avait une adhésion hétérogène dans ces systèmes-là, ça pouvait donner lieu à des phénomènes de compaction, ce qui est quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout, c'est-à-dire que s'il y a des hétérogénéités, le tissu va devenir de plus en plus compact au fur et à mesure des cisaillements. Ça veut dire qu'in vivo, on pourra avoir l'établissement de gradients de propriétés mécaniques. Donc là encore, c'est très pertinent pour le vivant. Et il faut fermer les yeux pendant 2 secondes parce que j'avais plein d'autres choses à vous montrer, mais je n'ai pas le temps. Et je finis juste par une ouverture vers la biologie pour vous dire que comme ces gouttes ont été faites pour mimer les propriétés mécaniques des cellules dans les tissus, elles sont de fait déformables par les forces cellulaires. Donc elles sont de plus en plus utilisées dans des systèmes hybrides de cellules et de gouttes pour venir mesurer les forces cellulaires. Donc là, par exemple, c'est une cellule du système immunitaire qui essaye de passer au-dessus d'une goutte parce qu'elle a reçu un signal qui lui dit qu'il faut qu'elle aille là-bas. Donc on voit une petite déformation. Nous, par analyse d'image, on peut remonter à des forces appliquées et on peut aussi les injecter dans des tissus en développement pour mesurer les contraintes locales pendant les processus de morphogénèse. Et c'est ce qu'on fait en collaboration avec une biologiste du développement en ce moment. Donc là aussi, on ferme les yeux. Et voilà. Et je passe directement aux remerciements de mes collègues au laboratoire Jean Perrin et de mes collaborateurs à Marseille pour la partie théorique et à l'Institut de biologie Paris-Seine pour la partie biologie. Et je vous remercie pour votre attention.